Bonjour tout le monde. Voilà, écoutez, bienvenue. Le séminaire va commencer, enfin, le webinaire va commencer dans quelques secondes. On va laisser une petite minute aux retardataires pour nous rejoindre. J'espère que vous m'entendez tous. Évidemment, nous avons coupé les micros. On attend un peu plus de 200 participants. Pour l'instant, vous êtes un peu moins de 100 personnes connectées. Les autres vont nous rejoindre, j'imagine. Et donc, avec tout ce monde-là, on ne peut pas laisser les micros ouverts, évidemment. En revanche, sur le chat, vous pouvez poser vos questions qui vont être prises en compte par l'organisation et je pourrai répondre à ces questions à la fin du séminaire. En tout cas, les questions principales qui reviendront le plus souvent. Euh, Vous pouvez aussi éventuellement, pour des choses plus précises, nous envoyer un mail. On verra ça sur la dernière diapositive. Vous aurez toutes nos coordonnées pour pouvoir nous interroger par mail. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va démarrer. J'ai prévu une petite heure, peut-être un petit peu plus en fonction de ce qui va se passer. J'espère en tout cas que vous n'allez pas perdre votre temps et je suis très très content et je vous remercie de vous être inscrits aussi nombreux. On ne pensait pas qu'autant de personnes seraient intéressées par notre problématique de statistique et de métrologie et nous voyons ça d'un œil très très positif. Et voilà. Donc, comme c'est écrit dans le thème du webinaire, on va parler de statistiques et essentiellement de statistiques, mais évidemment, on utilise, nous, chez Deltamu, cette statistique dans le champ très particulier de la métrologie. Et j'aimerais d'abord, dans un premier temps, vous expliquer en quoi cette métrologie a du sens, en quoi les statistiques sont utiles en métrologie. Quand on fait une mesure, je ne sais pas si vous êtes tous des métrologues, mais quand on fait une mesure, on met en jeu un certain nombre de facteurs pour obtenir un résultat de mesure. Les facteurs qu'on met en jeu, ce sont évidemment déjà l'objet lui-même qu'on mesure. Je vais prendre juste un exemple très simple pour situer la problématique, c'est que si je demande quelle est la température dans ma cuisine tout de suite ou dans mon aquarium, ça n'a pas beaucoup de sens puisque chacun comprendra que suivant là où je vais mesurer cette température, je ne vais pas forcément trouver la même chose puisqu'elle n'est pas parfaitement homogène. Alors en ces temps de pandémie, on peut aussi dire que quand un fabricant de vaccins fabrique des litres et des litres de vaccins et qui va les mettre dans des petites ampoules pour qu'on ait chacun notre dose, et ben on comprend bien que cette question d'homogénéité, elle va se poser aussi, puisqu'il n'y a aucune raison que dans des grands containers, la concentration en agent actif soit la même n'importe où on va faire le prélèvement. Donc on a déjà un aléa à cause de l'objet lui-même qu'on a mesuré. Mais on a aussi tout un tas d'aléas différents. L'opérateur, par exemple, dans certains cas, influence la mesure. Et du coup, je fais la webcam qui ne sert pas à grand-chose tout de suite. Et du coup, cet opérateur, suivant que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui fasse la mesure, ça peut impacter le résultat de mesure. On est face là encore à un phénomène aléatoire. L'instrument de mesure, c'est un appareil qui a été fabriqué dans une usine la plupart du temps. Et donc, évidemment, l'usine, elle subit des dispersions. Donc, les instruments de mesure subissent des dispersions. Et suivant que je mesure avec cet instrument-là ou avec cet instrument-là, je risque de ne pas avoir le même résultat de mesure, car tous les instruments de mesure ne sont pas rigoureusement identiques. Là encore, sur mon petit slide, il y a une question de mode opératoire, puisque pour accéder à une même donnée, on peut avoir plusieurs technologies de mesure, plusieurs modes opératoires. Donc là encore, on a des causes de variabilité. Et puis, celle que tout le monde va bien pouvoir comprendre, c'est le milieu ambiant. Imaginons que je veuille mesurer la longueur d'une cale étalon, hein, prenons un exemple très simple. Cette longueur est fonction de la température qu'il fait au moment de ma mesure. Cette température, elle est variable, puisque elle ne peut pas rester fixe au cours du temps et tout le temps à la température de référence. Et donc, cette variabilité va là aussi impacter mon résultat de mesure. Donc, en gros, quand on fait une mesure, on utilise, on met en œuvre tout un tas de facteurs qui sont imparfaits et qui sont aléatoires. Et donc, la statistique est au cœur du métier de la métrologie, puisque c'est bien ces phénomènes qu'il va falloir considérer. Donc, on va maintenant sortir du monde pur de la statistique, enfin, pardon, de la méthodologie, pour aller dans celui des statistiques qui nous intéresse au cours de ce webinaire. Et je vais essayer de vous expliquer quelles sont les propriétés qu'on utilise, les propriétés de base, de manière à essayer de mieux comprendre, de mieux appréhender tout un tas de choses qu'on fait des fois par automatisme, sans toujours bien comprendre. En tout cas, mon expérience de 30 ans de métrologie et de beaucoup d'heures de formation m'a permis de concevoir ça. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde d'appréhender comme il faut les outils statistiques qu'on utilise. Alors, la première des choses, pour sortir du monde de la métrologie, rentrer dans le monde de l'aléatoire et des probabilités dans un cadre que tout le monde connaît,
eh ben, on va simplement s'amuser à simuler des lancers de dés, voilà, pour comprendre tout un tas de phénomènes qu'on va utiliser après en métrologie. L'avantage du dé, c'est que tout le monde sait ce que c'est, puisque tout le monde en a tenu entre les mains. Là, je vais demander à Excel de me faire des simulations. J'ai programmé Excel pour qu'il simule des lancers de dés, mais vous pourriez vous amuser à la maison à faire ça avec un dé chez vous. Si vous avez du temps, vous trouveriez à peu près la même chose. Donc, ce dé, il est comme un dé classique, un dé à 6 faces. Et donc, si je lance 4 fois un dé, je vais observer 4 valeurs différentes de mon dé. Et là, il se trouve que le hasard a voulu que sur les 4 valeurs différentes de mon dé que j'observe dans cet échantillon, eh ben, j'en ai 3 qui font 1. Donc, j'ai eu 3 lancers qui ont conduit à faire 1 avec mon dé et un lancé qui a conduit à faire 6. Alors, cette configuration est un peu extraordinaire. Je n'ai pas fait exprès, je vous promets. C'est qu'ici, on voit de façon assez singulière qu'on obtient dans notre échantillon les valeurs extrêmes que peut produire le dé. Quand on fait de la simulation numérique, on sait ce qu'on simule. Donc là, on sait qu'on simule un dé qui varie entre 1 et 6, et il se trouve que notre échantillon de 4 lancés ici nous montre qu'on a effectivement fait 1 et qu'on a fait 6. Par contre, si je fais d'autres échantillons, ici on voit qu'on n'a pas du tout la même représentation, mais on a aussi le 1 et le 6, puis dans un autre échantillon, on n'a pas le 6, et puis dans un autre échantillon encore, et encore, on aurait des valeurs différentes. Et ici, on voit très bien que notre échantillon ne présente pas, ne nous révèle pas les valeurs extrêmes que le phénomène 1D peut produire. Donc, il faut s'habituer à la notion d'histogramme. Donc, évidemment, on va faire un cours sur les histogrammes, mais vous voyez, c'est très facile. Imaginez que sur une feuille, je mets ici qu'avec mon dé, je peux faire 1, avec mon dé, je peux faire 2, avec mon dé, je peux faire 3. Pardon, là, on ne le voit pas parce qu'ils sont blancs. Et quand je vais lancer mes dés, il suffit de faire une croix quand le 1 tombe, une autre croix quand le 1 tombe, ou une croix quand le 2 tombe, et au bout d'un moment, mes croix vont représenter ce qu'on appelle un histogramme. Voilà. C'est très facile à comprendre. Et cet histogramme qu'on observe est un histogramme de l'échantillon de ce que je pourrais observer si je lançais mon dé plein de fois. Un échantillon n'a aucune raison d'être la représentation miniature de la réalité. Si je voulais voir la réalité d'un dé sur ce phénomène-là qu'on connaît tous, ben, il faudrait que je fasse non pas un échantillon de 4 valeurs, mais par exemple de 100 000 valeurs. Et là, ben, j'obtiendrai ce qu'on appelle une loi de probabilité. La loi de probabilité, c'est quoi? C'est la description des valeurs que le phénomène peut produire. Donc ici, mon dé peut produire des 1, des 2, des 3, des 4, des 5 et des 6. Et la loi de probabilité me dit quelle est la fréquence à laquelle je produis 1, à laquelle je produis 2, à laquelle je produis 3, à laquelle je produis 4. En gros, quelle est la probabilité, quand je lance mon dé, de faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un échantillon très important, 100 000 lancés, mais vous voyez que chacun des effectifs, ici pour le 1, par exemple, j'ai 16 712, pour le 2, j'ai 16 502 et ainsi de suite, ne sont pas rigoureusement égales à 100 000 divisé par 6. Et si je relançais ma simulation, il n'y a aucune raison que je retombe exactement sur les mêmes valeurs. Autrement dit, un échantillon de 6 valeurs, ce n'est, enfin de 100 000, un échantillon de 100 000 valeurs, ce n'est quand même qu'un échantillon. Évidemment, il représente plus la réalité qui, elle, serait ce qu'on obtiendrait si on lançait le dé un nombre infini de fois. Donc là, on a une idée de ce qu'est la loi de probabilité de mon dé, puisque on voit bien que, grosso modo, mais on le savait par avance, notre dé peut produire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 et qu'il a la même chance de produire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc la loi de probabilité de 1 dé, c'est une loi qu'on appelle équiprobable, d'accord ? Équiprobable parce qu'elle a autant de chances de produire chacune des valeurs possibles et d'étendue, enfin de zones de variation comprises entre 1 et 6. Voilà ce qui est la loi de probabilité de 1 dé. C'est important de se familiariser avec cette notion de loi de probabilité. La loi de probabilité, il faut la voir simplement comme un histogramme. C'est un histogramme qui nous donne quelle est la fréquence d'apparition de telle ou telle valeur d'un phénomène. Alors, sur un dé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le faire. Regardons ce qui se passe maintenant si, au lieu de lancer un dé tout seul, j'en lance par exemple 3. Voilà. Je vais lancer 3 dés. Donc, quand je lance 3 dés, comme je sais ce que c'est qu'un dé, je sais qu'en lançant 3 dés, je vais pouvoir obtenir des valeurs qui varient entre 3, donc un dé, enfin le premier dé à 1, le deuxième dé à 1, le troisième dé à 1, jusqu'à la valeur la plus grande que je peux obtenir, c'est-à-dire 18, le premier dé à 6, le deuxième dé à 6 et le troisième dé à 6. J'ai de la chance, puisque je connais le phénomène que j'observe, je le redis, mais dans la vraie vie, on ne connaît pas toujours les phénomènes qu'on observe. Par exemple,
quelle est la température de l'eau dans mon aquarium, je ne la connais pas a priori. Je ne sais pas dire entre quelle valeur minimum et quelle valeur maximum elle varie. Je sais juste quand je l'observe que j'ai vu telle ou telle valeur, ce qui est très, très différent. Donc là, quand on fait de la simulation, on sait quel est le phénomène qu'on observe, on sait qu'on peut obtenir 3, 4, 5, 6 ou jusqu'à 18. Et là, dans notre échantillon de 5D, de 5 lancers de 3D, pardon, on n'obtient pas les valeurs extrêmes, mais on a obtenu une fois un 6, une fois un 9, deux fois un 11 et une fois un 12. Est-ce qu'on peut dire pour autant que 11 est la valeur la plus probable? Ben, c'est pas sûr du tout, parce que vous voyez qu'en relançant une nouvelle simulation, j'ai plus du tout le même histogramme, tout simplement parce que cet histogramme est construit sur la base d'un échantillon d'une population parente qui est infinie, et cet échantillon n'a aucune raison d'avoir la même forme, d'être la réalité en miniature. C'est juste des valeurs qui ont été obtenues par hasard, extraites d'une population parente dont je cherche la forme qu'elle peut avoir. C'est très très important de comprendre ça. D'ailleurs, je suis assez surpris parfois d'entendre, et peut-être l'avez-vous dit vous-même, est-ce que cet échantillon est, alors, souvent on dit gaussien, est-ce que cet échantillon est gaussien? C'est une très mauvaise question et ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut la poser. C'est plutôt, est-ce que cet échantillon que j'observe peut provenir d'une loi parente gaussienne? Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. L'échantillon, il ne sera jamais gaussien. L'échantillon, il est skidé. Une loi de Gauss, ça se propage, ça disperse dans plus ou moins l'infini. Donc, mon échantillon ne sera jamais dans plus ou moins l'infini, donc il ne peut pas être gaussien. En revanche, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il peut provenir d'une population gaussienne? Voilà, c'est très très important de comprendre ça. L'échantillon n'est pas la représentation miniature de la population parente. L'échantillon, il est skidé et il est extrait de la population parente. Et si je prends un autre échantillon, puis un autre échantillon, puis un autre échantillon, ben, il n'y en a aucun qui se ressemble parce qu'il y a plein d'échantillons possibles de 5 valeurs quand je lance 3D. Comme on l'a vu tout à l'heure avec un dé, pour se rendre compte de ce qu'est la population parente, pour avoir une idée de la réalité, il ne faut pas se contenter d'un petit échantillon de rien du tout, mais prendre plusieurs valeurs. Donc là, je vais demander à Excel de le faire à ma place. Imaginez à la main, ça ne serait pas très facile, de faire 100 000 lancers de 3D, de faire la somme des 3D et de me faire l'histogramme. Et là, j'observe une forme qui n'a plus rien à voir avec la forme de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une loi équiprobable, donc j'avais un phénomène aléatoire qui pouvait produire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 et qui avait la même chance de produire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, alors qu'ici, j'ai bien un phénomène aléatoire qui, lui, varie entre 3 et 18, donc tact, mais qui ne présente pas du tout la même probabilité de faire 3 que de faire 10 ou 11 ou de faire 18. Cette forme, vous devez sûrement la reconnaître, elle ressemble à une forme en cloche, et regardez que c'est assez remarquable que cette forme apparaisse maintenant, et c'est sûrement la raison pour laquelle vous la connaissez, c'est qu'en fait, quand on regarde bien ce qu'on a fait en lançant 3D, on a lancé une loi uniforme qui varie entre 1 et 6, c'est le premier dé, une autre loi uniforme qui varie entre 1 et 6, c'est mon deuxième dé, une autre loi uniforme qui varie entre 1 et 6, c'est mon troisième dé, et quand je fais le mélange de ces 3D, j'obtiens pas une loi uniforme, j'obtiens une loi qui a une forme que je connais, qui a une forme un peu en cloche. Et regardez bien, si au lieu de lancer 3D, maintenant j'en lançais 6, c'est-à-dire le double, c'est-à-dire le mélange de 6 lois uniformes, j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai le même type de forme, cette forme qu'on reconnaît très probablement, en tout cas beaucoup d'entre vous, et qu'on appelle une loi normale. La loi normale, en fait, c'est quoi? C'est la loi qui décrit les phénomènes, enfin le résultat de plusieurs phénomènes indépendants qui se mélangent entre eux. Cette loi, on la connaît, elle a une forme connue. Regardez là, sur mon graphe du dessous, cette courbe en noir, c'est l'équation de la loi normale. Avec une moyenne et un écart type, on peut dessiner cette forme et on voit que cette forme, elle couvre, alors c'est des problèmes d'échelle, hein, mais elle couvre les histogrammes qu'on a obtenus de façon empirique. Cette loi normale, on la connaît très bien pour la raison que je viens d'évoquer. C'est que quand on mélange plein de facteurs, alors sous certaines conditions, j'y viendrai tout de suite après, mais quand on mélange plein de facteurs, eh ben, on a une résultante qui est gaussienne. Autrement dit, un phénomène aléatoire qui est aléatoire parce qu'il y a à l'origine de ce phénomène aléatoire plusieurs phénomènes aléatoires qui se mélangent. On a toutes les raisons de penser, sous un certain nombre de conditions, que ce phénomène va être gaussien. Voilà. Et donc, du coup, au lieu de se traîner un histogramme, c'est-à-dire des valeurs et des effectifs, eh ben, on a une équation, hein, l'équation de la loi normale. Bon, je le rappelle ici rapidement, je dois l'avoir cachée ici. On a une équation qui décrit
la forme en cloche, on voit en dessous, pardon. On a une équation qui décrit la forme noire ici, et cette équation, elle va nous permettre de faire tout un tas de calculs, et notamment des calculs de probabilité. Autrement dit, quand on a un phénomène aléatoire, on est incapable de dire, quand on va lancer nos idées, quelle est la valeur qu'on va obtenir. En revanche, on sait qu'on peut obtenir des valeurs entre 6 et 36, et on sait dire, grâce aux propriétés de la loi normale, quelle est la probabilité de faire telle ou telle valeur parmi les valeurs possibles. Et ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est quelle est la probabilité de faire telle ou telle ou telle valeur comprise dans un intervalle, sachant que notre phénomène est de type gaussien. Vous me voyez arriver avec ces histoires d'écart-type et de moyenne, puisque chacun sait, très probablement entre vous, que quand on a un phénomène gaussien, eh ben, on peut définir la probabilité d'obtenir une valeur dans un intervalle de plus ou moins un écart-type. C'est une valeur très connue, elle est égale à 68%, ce qu'on trouve ici. Donc on peut calculer ça très facilement avec Excel. Donc dans un intervalle plus ou moins un écart-type d'une loi normale, ben, on va pouvoir calculer avec Excel ce qu'il y a en dessous de valeur moyenne moins un écart-type, ce qu'il y a en dessous de valeur moyenne plus un écart-type, et en faisant la différence des deux surfaces, on retrouve les 68% que vous connaissez. Voilà. Donc les propriétés de la loi normale qu'on retrouve dans ce tableau-là pour des valeurs singulières, plus ou moins un écart-type, plus ou moins deux écart-types, plus ou moins trois écart-types sont connues, mais évidemment, on peut mettre le nombre d'écart-types qu'on veut, on peut calculer la densité, enfin la surface qu'il y a sous la courbe, dans l'intervalle plus ou moins un écart-type. Pour revenir sur ma courbe ici, là je vais faire un petit dessin là, en mode crayon, dans l'intervalle plus ou moins un écart-type, excusez-moi de dessiner très mal parce qu'en plus à la souris c'est pas facile. En fait, ce qu'on est en train de dire dans le tableau du dessous, c'est que la surface qui est ici, sous la courbe, à plus ou moins un écart-type, représente 68,27% de la surface. C'est une propriété de la loi normale. Et je redis, on connaît bien ces propriétés des lois normales. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on observe un phénomène aléatoire, comme il est souvent composé de plusieurs phénomènes aléatoires également, et bien, la résultante, le mélange de tous ces phénomènes aléatoires, ça nous donne une loi normale dont les propriétés doivent être connues et sont souvent enseignées. C'est important de connaître ça. Quand on était petit à l'école, on ne nous parlait pas d'écart-type. Quand on était petit à l'école, on ne nous parlait pas d'écart-type. Et c'est important d'en dire deux mots ici. Je vais revenir avec un seul dé, je vais le lancer une fois. Pour définir une loi de probabilité, on a dit qu'il fallait avoir une forme. Donc ici, on voit bien qu'on a une forme rectangle, mais il faut aussi avoir une position, c'est-à-dire j'ai un phénomène aléatoire, mais il varie autour de quoi? Il varie autour de 1, il varie autour de 100, il varie autour de 0,04. Il faut bien une variable de position. Cette variable de position, on l'a tous appris à l'école, c'est la variable qui s'appelle une moyenne. Il existe d'autres variables de position que sont la médiane, par exemple, qui coupe la loi de probabilité en deux, d'accord? Donc avec en dessous de la médiane 50% de la population des valeurs possibles, au-dessus de la médiane 50% des valeurs possibles, et on a un autre paramètre de position qu'on utilise souvent, c'est le mode, c'est-à-dire la valeur qui revient le plus fréquemment. Dans une loi uniforme, il n'y a pas de mode puisque toutes les valeurs sont équiprobables, donc il n'y a pas de mode. Par contre, quand on a mélangé 3D, comme on l'a fait tout à l'heure, ici on voit clairement apparaître un mode. Enfin, là, on ne le voit pas dans cette simulation, malheureusement, mais il est au milieu de notre population, il est par là, notre mode, la valeur la plus fréquente. Et il se trouve que quand on a une loi normale, la moyenne, le mode et la médiane, ce sont les mêmes valeurs. Voilà. C'est une propriété particulière qui n'est pas la même pour toutes les lois de probabilité qu'on va pouvoir rencontrer. Donc, si je reviens à ma loi de probabilité la plus simple, ma loi uniforme, quand je lance un dé, on comprend qu'elle est décrite par cette forme-là, rectangle, qu'elle est positionnée autour d'une valeur moyenne. Et là, j'insiste pour vous montrer que la valeur moyenne de ma loi uniforme, c'est 3,52. 3,52, ce n'est pas une valeur possible du phénomène aléatoire. Donc la valeur moyenne, ce n'est pas du tout, elle n'a pas comme propriété d'être soit la médiane, soit le mode, puisque dans notre cas, la moyenne, on sait la calculer, elle vaut 3,52, en tout cas pour cet échantillon-là, 2000 valeurs, mais elle n'est pas possible. Le phénomène aléatoire 1D ne produit pas la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, elle n'a pas comme propriété, on verra quelles sont ses propriétés tout à l'heure, elle n'a pas comme propriété d'être soit la plus fréquente, voilà. Bon, là en l'occurrence elle est la médiane,
mais la propriété de la moyenne est différente. Dans une loi normale, comme la moyenne est égale au mode, c'est la même chose. Donc, on a tendance à penser que tout est gaussien et donc que la moyenne est la valeur la plus fréquente, mais ce n'est pas vrai. Quand le phénomène est uniforme, la valeur moyenne n'est pas du tout la valeur la plus fréquente, puisque toutes les valeurs ont la même fréquence. Ça, c'est pour la variable de position. Ensuite, la variable de dispersion. Vous voyez sur mon petit fichier Excel, j'ai écrit le mot barbare d'écart type. Je ne vais pas rappeler la formule de l'écart type, ça n'a aucune espèce d'intérêt, puisque Excel la connaît. Ce qui est intéressant de comprendre dans l'écart type, et on verra tout à l'heure en détail, c'est quelles sont ses propriétés. C'est pas quelle est sa formule. Sa formule n'a aucune espèce d'intérêt. Ce qui va nous intéresser, c'est les propriétés. On entend parler d'écart type dans sa scolarité que plus tard. Enfin, on n'entend pas ça dès le début de notre scolarité. Pourtant, quand on est jeune et à l'école, quand on est parent et qu'on regarde les notes de nos enfants, on a d'autres paramètres qui nous décrivent ce phénomène de dispersion. Hein. Mon phénomène aléatoire, il a une forme, il a une position et il a une dispersion. Un phénomène qui varie dans plus ou moins 1, ce n'est pas la même chose qu'un phénomène qui varie dans plus ou moins 10 ou un phénomène qui varie dans plus ou moins 0,1. Donc, il faut bien donner une indication sur l'amplitude de la dispersion. Donc, cette indication, quand on est petit à l'école, on ne l'a pas sous forme d'écart type, on l'a sous forme de note minimum de la classe et note maximum de la classe. Et vous noterez qu'on a gardé ce réflexe de raisonner en min et en max. Très souvent dans nos vies, on raisonne en min et en max. Voilà. Alors, à l'école, quand la maîtresse ou le maître nous donnait la note moyenne à nous et nos enfants, la moyenne la plus petite de la classe et la moyenne la plus grande ou la note la plus grande de la classe, ça avait du sens. Ça avait du sens. Pourquoi? Parce que la maîtresse, ou le maître, il avait toutes les notes de la classe. Quand on a toutes les notes de la classe, c'est-à-dire quand on a la totalité de la population parente, alors ça a du sens de dire que la plus petite vaut tant et la plus grande vaut tant. C'est parfaitement sensé, puisqu'on a toutes les valeurs. Et regardez par exemple, si je lance 3D 10 fois. Ben, quand je lance 3D 10 fois, dans mon échantillon, la valeur la plus petite que j'ai, c'est 7, et la valeur la plus grande que j'ai, c'est 13. Or, nous, on sait très bien que dans la réalité, la valeur la plus petite qu'on obtient en lançant 3D, c'est 3, donc on est très loin du 7, et que la valeur la plus grande, c'est 18, donc on est très loin du 13, et donc la valeur la plus petite et la valeur la plus grande de cet échantillon, de vous à moi, n'ont absolument aucune espèce d'intérêt. Voilà. Quand on est face à un échantillon, la valeur la plus petite et la valeur la plus grande, ce sont deux valeurs parmi les valeurs. Si j'ai un autre échantillon de la même loi parente, ben je me rends compte que je n'ai pas les mêmes extrémums. Ici, mon plus petit, c'est 6, alors tout à l'heure, c'était 7. Et là, mon plus grand, c'est 15, alors tout à l'heure, je crois que c'était 16 aussi. Enfin, que c'était 16. Voilà. Donc, vous voyez bien que ces valeurs-là n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc, depuis qu'on est petit, on a l'habitude de décrire la dispersion par un min et par un max, parce que dans les notes de la classe, on avait toutes les notes, alors que quand on est face à des échantillons, la température dans mon aquarium, ben, si je la mesure de temps en temps, j'ai pas beaucoup de chances d'être tombé sur la valeur la plus petite et la valeur la plus grande. J'ai des valeurs possibles pour mon aquarium. C'est très important de comprendre ça. Et donc, les statisticiens, pour essayer de deviner à travers un échantillon, on verra très bien tout à l'heure, quelles sont les valeurs extrêmes possibles, eh ben, ils ont mis au point, ils ont découvert, ils ont inventé, je ne sais pas comment on peut dire, un outil qui s'appelle écart type. Donc, l'écart type, ce n'est pas du tout une formule. L'écart type, c'est un objet mathématique qui va permettre, sachant les valeurs d'un échantillon, qui va permettre de nous faire deviner, de nous faire imaginer quelles sont les valeurs qu'on n'a pas vues et qui pourraient pourtant arriver. Donc l'écart type, c'est un indicateur de la dispersion, et cet écart type, il a des propriétés particulières. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on va revenir dans notre loi normale, là, ou à peu près normale. Voilà. On a vu que quand on était dans un intervalle de plus ou moins un écart type, on avait 68% des valeurs. Cette propriété de 68% dans plus ou moins un écart type, elle n'existe que pour la loi normale. Une loi uniforme, elle a aussi un écart type. Hein, si je reprends une loi uniforme maintenant, je prends un seul dé, je lance ma simulation, je peux calculer l'écart type d'une loi uniforme. Il n'y a pas de problème. Sauf que la propriété d'un écart type pour une loi uniforme n'a rien à voir avec la propriété d'un écart type de loi normale. Il n'empêche qu'il a des propriétés. C'est-à-dire que dans une loi uniforme, on sait par exemple, on va faire un petit calcul très rapidement, on sait que l'écart type, en gros, hein,
là, je vais très mal le dessiner. Il est autour d'1,7, comme Excel l'a calculé. Donc, la moyenne est autour de 3,5. Donc, 3,5 moins 1,7, 3,5 plus 1,7, hein, ça va me donner des valeurs. Bon, voilà. Donc là, en réalité, comme j'ai une loi EQ probable, voilà la surface dans plus ou moins un écart type. Donc, je redis ici, c'est la borne, la propriété de l'écart type d'une loi uniforme, c'est la borne divisée par racine de 3. Donc, Q sur racine de 3 ici. Désolé pour l'écriture. Q moins Q sur racine de 3 ici, par rapport à une moyenne X bar qui est située ici. Ah, vraiment, c'est pas très joli, hein, d'écrire à la souris, c'est pas très joli. Enfin bon, l'essentiel, c'est que vous compreniez que finalement, la propriété d'un écart type dans une loi uniforme, c'est quoi? C'est la surface d'un rectangle par rapport à la surface du grand rectangle qui couvre toutes les valeurs. Donc en fait, quand je regarde la surface, c'est le dessin, normal sans dessin, la surface du rectangle qui tenait, enfin, dans lequel, enfin, à plus ou moins un écart type de loi uniforme. Donc, un écart type de loi uniforme, c'est Q sur racine de 3. La longueur du rectangle, c'est donc 2Q égale 2 fois Q, la borne de notre rectangle, divisé par, comme ça, racine de 3. Ça, c'est la longueur de notre rectangle. C'est la valeur de notre rectangle, je vais écrire comme ça. C'est la longueur du rectangle d'amplitude plus ou moins un écart type. Le rectangle total, c'est plus ou moins Q, puisque c'est le rectangle total. Hein, donc, la longueur du rectangle total. Et si je fais 2Q divisé par racine de 3 divisé par 2Q, ça revient à faire égal 1 divisé. C'est pas facile en webinaire. Hein, c'est plus facile avec un tableau blanc quand je vous vois, mais là, je vois personne. Divisé par 1 par racine de 3. Et donc, ça me donne une probabilité de 57%. Autrement dit, les propriétés d'un écart type d'une loi uniforme, c'est dans l'intervalle plus ou moins un écart type, j'ai 58% des valeurs possibles du phénomène uniforme. Or, quand j'ai un phénomène gaussien, c'est dans l'intervalle plus ou moins un écart type, j'ai 68% des valeurs. Donc, il faut noter que l'écart type, on le calcule par la même formule, d'accord, mais il n'a pas les mêmes propriétés suivant que la loi soit uniforme, suivant que la loi soit normale ou suivant que la loi soit Tartampion, parce que des lois, il en existe une infinité. Et donc, les écarts types ont des propriétés dans chacune des lois, mais leur propriété, ce n'est pas d'avoir toujours le même pourcentage. Voilà, c'est important de bien avoir compris ça. Donc, je reviens au phénomène gaussien qui nous intéresse le plus souvent. Donc, je vais prendre 3D. Je vais revenir sur mon phénomène gaussien. Donc, il a cette allure en forme en cloche. On a bien compris qu'on le connaissait, on en connaissait bien les propriétés parce que c'est celui qu'on rencontre le plus souvent, parce que quand on mélange plein de phénomènes, la résultante est gaussienne. Ça marche à deux conditions. Pour que, quand on mélange plein de phénomènes ensemble, le phénomène résultant soit gaussien, il faut, qu'aucun des facteurs qui est à l'origine du phénomène pèse plus dans le phénomène global de 30%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un facteur, en fait, qui soit aléatoire et qui représente 80% de la dispersion et d'autres petits facteurs à côté qui représenteraient les 20% suivants. Autrement dit, si je mélange une loi uniforme d'amplitude plus ou moins 100 avec une loi uniforme d'amplitude plus ou moins 0,1 et une autre loi d'amplitude plus ou moins 0,1, à l'arrivée, j'aurai une loi uniforme d'amplitude plus ou moins 100. Voilà. Parce qu'il y en a une qui l'emporte sur toutes les autres, et comme il y en a une qui l'emporte sur toutes les autres, la résultante n'est pas gaussienne. Donc il est important qu'il n'y en ait aucune qui dépasse 30%. C'est pour ça que je prends 3D, parce qu'avec 3D, comme les trois pèsent la même chose, les dés sont les mêmes, du coup, je respecte cette règle à peu près des 30%, puisque chaque phénomène ne pèse que 33% du phénomène global. Et avec 6D, chaque phénomène pèse 1/6 du phénomène global, et je suis encore plus gaussien, voilà, parce que je respecte cette règle d'avoir au moins 3 facteurs pour que chacun pèse moins de 30%. La deuxième condition pour que le phénomène résultant soit gaussien, donc elle est très très importante, cette deuxième condition, c'est qu'il faut que les phénomènes soient indépendants entre eux. Cette notion d'indépendance, vous allez voir avec les dés, elle est relativement simple. Imaginons une expérience dans laquelle je lance 3 dés, un dé bleu et 2 dés jaunes. Donc Clermontois, je vais prendre les couleurs de l'Exem, un dé bleu et 2 dés jaunes. Et imaginons, alors je ne sais pas le faire pour de vrai, mais je sais demander à Excel de le faire, que le dé bleu, lui, il donne des valeurs qu'il donne, mais que les 2 dés jaunes tombent systématiquement
sur la face opposée l'un l'autre. Voilà. Alors, à la main, c'est très compliqué à faire, je n'ai jamais réussi. Par contre, Excel, je peux lui demander de me lancer 3D en faisant en sorte qu'il y en ait un qui tombe comme il tombe, un dé bleu, et deux autres qui tombent systématiquement sur la face opposée l'un l'autre. Alors, si je regarde chacun de mes 3D quand je vais faire mes lancers, ben, mon dé bleu, il varie bien de façon uniforme entre 1 et 6. Il n'y a aucune raison qu'il varie autrement que qu'il a varié jusqu'à maintenant. Mon premier dé jaune, quand je vais le regarder tout seul, eh ben, il va bien être une variable aléatoire qui varie uniformément entre 1 et 6, sans l'ombre d'un problème. Et le deuxième des jaunes, si je le regarde tout seul, ben, ça va être aussi une variable aléatoire qui varie entre 1 et 6 et qui est équiprobable. Donc normalement, quand je mélange mes 3D, je devrais avoir la même forme que tout de suite, c'est-à-dire une loi normale. Or, pas de chance, ça ne marche pas. Alors pourquoi dans ce cas-là, ça ne marche pas? Simplement parce que, par construction, les faces opposées d'un dé sont toujours égales à 7. Voilà. Si vous avez un dé sous la main ou si vous en trouvez un dans un tiroir tout à l'heure, vous irez vérifier. Donc quand on regarde un dé, ben, en face du 5, on a toujours le 2, en face du 1, on a toujours le 6, et en face du 4, on a toujours le 3. Donc du coup, mon premier dé bleu, lui, il varie entre 1 et 6, et c'est lui qu'on voit très probablement ici dans la loi uniforme résultante. Mon deuxième des jaunes, mon premier des jaunes, pardon, il varie uniformément entre 1 et 6, donc il tombe sur une valeur au hasard, n'importe laquelle. En revanche, le deuxième des jaunes, lui, il tombe sur la face opposée du premier des jaunes, et on vient de dire que par construction, la somme des deux faces fait toujours 7. Autrement dit, mes deux dés jaunes sont bien des variables aléatoires qui varient entre 1 et 6. En revanche, la somme de ces deux variables aléatoires donne toujours 7. Voilà. Donc, et ce phénomène, il vient d'où? Il vient du fait que les dés jaunes, en fait, ils varient ensemble. C'est-à-dire que la valeur de l'un fixe la valeur de l'autre. Et donc, on dit qu'ils co-varient. Et donc, ça fait naître ce qu'on appelle une covariance. Voilà. Parce qu'il y a un phénomène qui fait que la non-indépendance des deux dés jaunes perturbe les propriétés de la loi normale qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on voit clairement qu'on n'a pas du tout une loi normale. En fait, on a une loi biaisé, c'est-à-dire qu'on a toujours 7 à cause des deux dés jaunes qui sont aléatoires, mais en covariant, ils font toujours 7 tous les deux. Donc on a toujours 7 à cause des dés jaunes, et ensuite on a le dé bleu qui varie entre 1 et 6. Donc 7 plus 1 égale 8, c'est pour ça qu'on commence à 8, et 7 plus 6 égale 13, et donc voilà. Et on se retrouve avec une loi uniforme, biaisée, donc qui s'est écartée de 7 et qui varie entre 1 et 6, puisque la seule variable, la seule résultante aléatoire en fait de ce mélange de 3D, c'est mon dé bleu. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on tombe sur des faces opposées. Maintenant, on peut demander à Excel ce qui se passe quand on tombe sur les mêmes faces. Alors, si je lance la même simulation avec les dés qui tombent sur les mêmes faces, eh ben, on voit ici qu'on n'a plus du tout une loi uniforme. Voilà. Et on n'a plus non plus une loi normale. Alors, je vais prendre 100 000 lancés pour que ce soit plus propre. Donc, vous voyez, on a une loi bizarroïde. Ben, voilà, ça tombe comme ça. Alors, elle varie elle aussi entre 3 et 18. On remarque qu'elle a beaucoup plus de chances de faire 3 que quand les dés étaient indépendants. Ben, ce qui est normal parce que du coup, quand il y en a un des dés jaunes qui tombe sur un, l'autre, il est déjà sur 1. Donc, du coup, il n'y a plus que le dé bleu à être sur 1 pour faire 3, puisque les deux vont tomber ensemble et en même temps sur 1. C'est pour ça qu'on a plus de probabilité de faire 3. Puis après, vous voyez que 4, on a la même probabilité que 3. Et puis voilà, on a une loi un peu en gradin, qui est un peu bizarroïde, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que là, quand on ne respecte pas les conditions qui font qu'un mélange est gaussien, alors on n'a plus une gaussienne. Et quand on n'a plus une gaussienne, eh ben, on n'a plus les mêmes propriétés de l'écart-type. C'est très important de comprendre ça. Les propriétés de l'écart-type sont directement liées à la loi de probabilité. Et toutes les lois de probabilité ne sont pas gaussiennes. Tant que j'en suis là, j'en profite pour vous rappeler, pour attirer votre attention sur un petit phénomène de ces histoires de probabilité. Donc, je vais me mettre dans un cas plus classique de ma loi normale. Ici, vous voyez la probabilité de faire 3, on ne voit pas la probabilité de faire 3. La probabilité de faire 3, ici, 3, on l'a eu 463 fois. Donc, la probabilité de faire 3 suivant cet échantillon, c'est 463 divisé par le nombre d'observations qu'on a faites. J'ai fait une erreur de frappe. Donc, la probabilité de faire 3, c'est 0,46%. Voilà. 0,46%, c'est pas beaucoup. En revanche, regardez quand même qu'on l'a obtenu 463 fois. Donc la probabilité d'un phénomène, ça ne veut pas dire
si on va le voir fréquemment ou pas fréquemment. Ça va dépendre du nombre d'opportunités qu'on va lui donner pour se présenter. Ici, je lui ai donné 100 000 opportunités de se présenter. Et donc, sur 100 000 opportunités de se présenter, le phénomène qui n'avait que 0,46% de chance de se produire, eh ben, il s'est produit 463 fois. D'ailleurs, à peu près autant que le phénomène 18 dans cet échantillon, 502 fois. C'est important de considérer ça. En métrologie, on nous dit qu'on calcule des incertitudes pour 95%. Très bien. Ça veut donc dire que dans 5% des cas, la valeur vraie qu'on recherche est en dehors de l'intervalle d'incertitude. Alors 5% des cas, c'est déjà plutôt pas mal, mais quand je suis un laboratoire qui fait des mesures toute la journée par rapport à, par exemple, un laboratoire de biologie médicale qui fait des milliers de mesures tous les jours, eh ben, ce 5% s'applique à des milliers de mesures tous les jours. Et donc, ça fait de nombreux cas dans lesquels eh ben, on croit qu'on est malade alors qu'on n'est pas malade, ou on croit qu'on n'est pas malade alors qu'on est malade, parce qu'on a beaucoup d'opportunités de se tromper. C'est très, très important de comprendre ça. Il ne suffit pas d'avoir une faible probabilité pour qu'il n'y ait pas de risque. Le risque de rencontrer le phénomène, c'est la probabilité multipliée par le nombre d'opportunités que vous offrez à ce phénomène de se produire. Voilà. Donc ça, c'est important. C'était la première remarque. La deuxième remarque importante également, me semble-t-il, c'est pourquoi ça fait ça. Pourquoi on n'a pas une loi uniforme quand on mélange 3D, alors que les 3D, pris indépendamment, sont des lois uniformes. Cette figure que vous avez à l'écran, en fait, elle est la matérialisation d'une loi en statistique qu'on utilise assez souvent, qui est la loi des et la loi des ou. En statistique, quand on dit et, on multiplie les probabilités. Et quand on dit ou, on additionne les probabilités. C'est important. Alors, je reprends l'exemple de la biologie médicale. Quand on veut calculer un risque, ben, en fait, le risque de se tromper, quand on fait une mesure, c'est le risque que la réalité soit ce qu'elle est et le risque de la mesurer autrement. Donc là, il y a un et, donc il y a une multiplication. C'est-à-dire la probabilité que le phénomène soit ce qu'il soit, une probabilité P1 donnée, et qu'on le mesure pas comme il est, ça fait fois une probabilité P2 donnée. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule les risques. Le but de ce webinaire, c'est pas de calculer des risques. Peut-être que, puisque la période de confinement augmente, on sera peut-être amené à organiser d'autres webinaires dans lesquels on pourra parler des risques clients et des risques fournisseurs, si c'est donné nécessaire. Je ne sais pas pourquoi là j'ai un truc à l'écran qui est bizarre. Désolé. Je ne sais pas ce que vous voyez. Ouais, excusez-moi. J'espère que tout est revenu normal. J'ai eu un petit souci d'affichage écran de mon côté. Alors, la loi des et des ou, on va la comprendre ici sur cette figure. Pour faire 3, quand on lance 3D, ben en fait, il faut faire 1 avec le D1, une chance sur 6, et donc fois une chance sur 6 avec le D2, c'est-à-dire pour faire 1 avec le D2, j'ai une chance sur 6, et une chance sur 6 avec le D3. Donc la probabilité de faire 3 quand on lance, ah ben là ça tombe pile sur le 0,46% de tout à l'heure, c'est une chance. La probabilité de faire 3 quand je lance 3D, c'est 0,46%. Et ce 0,46%, multiplié par le nombre d'opportunités que j'ai donné à mon phénomène de se réaliser, égale 462,96. Notez avec moi que c'est la même probabilité pour 18. La probabilité de faire 18, c'est une chance sur 6 de faire 6 avec le D1, et donc fois une chance sur 6 de faire 6 avec le D2, et donc fois une chance sur 6 de faire 6 avec le D3, égale exactement la même probabilité que de faire 3. Or ici, on voit dans notre échantillon qu'on a eu 502, 18 et 463, 3, tout simplement parce que même avec 100 000, ce n'est qu'un échantillon, qu'il n'a aucune raison d'être l'exacte représentation miniature de la loi parente. Et si je relance mon échantillon, ben vous voyez maintenant j'ai 455 et 430, ce n'est pas rigoureusement les mêmes valeurs que tout à l'heure, parce que même avec 100 000 valeurs, ce n'est qu'un échantillon. Donc là, on retrouve bien à peu près, à l'échantillonnage près, la probabilité de faire 3. Qu'est-ce qui se passe quand on fait 4 ? Quand on fait 4, en fait, on a bien en gros la même probabilité, c'est-à-dire une chance sur 6 de faire 1 et une chance sur 6 de faire 1 et une chance sur 6 pardon, de faire 2. Parce que pour faire 4, il faut que j'ai 1 plus 2. Donc c'est bien la même probabilité.
sauf que là, j'ai un ou. C'est-à-dire que c'est D1 à 1, D2 à 1, D2, D3 à 2, ou D1 à 1, D2 à 2, D1 à 3, ou D2 à D1 pardon, à 2, D2 à 1 et D3 à 1. Donc j'ai trois combinaisons qui permettent de faire 4, alors que j'avais une seule combinaison qui permet de faire 3. Donc la probabilité de faire 4, elle est 3 fois supérieure à la probabilité de faire 3. Et si effectivement je regarde 1337 divisé par 430, pour prendre les valeurs expérimentales, je trouve bien à peu près autour de 3. Donc en fait ici, cet histogramme qui représente la loi normale, bah, finalement, il compte le nombre de probabilités, le nombre de combinaisons de faire 3, de faire 4, de faire 5, de faire 10, de faire 11 et de faire 18. Et donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de combinaisons de faire des valeurs proches de la valeur moyenne que des combinaisons qui conduisent aux valeurs extrémum de la distribution. Voilà. Donc c'est très important de comprendre cette loi des et des ou parce qu'on l'utilise très très fréquemment en métrologie, notamment dans le calcul des risques. Voilà. Donc là, si je résume où j'en suis après 40 minutes d'exposé, j'ai essayé, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer ce qu'était une loi de probabilité. Donc une loi de probabilité, c'est l'ensemble des valeurs qu'un phénomène peut produire, sachant, enfin, et en décrivant la probabilité de chacune des valeurs possibles. Voilà. Donc quand le phénomène est discret, comme quand on lance un dé, ben, les valeurs possibles, c'est des valeurs discrètes, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Puis des fois, on parle de phénomènes continus. Par exemple, la température dans mon aquarium, c'est un phénomène continu. Et donc, voilà. Et ça ne change pas grand-chose à notre problème de loi de probabilité, qu'elle soit continue ou discrète, elle a une forme. Et il y a des valeurs qui peuvent se produire et on sait en calculer la probabilité. Ça, c'est la première chose qu'on a vue, la loi de probabilité. Elle peut être différente, suivant qu'on ait un dé, par exemple, une loi uniforme, qu'on mélange plusieurs lois uniformes, et on a vu que quand les facteurs n'étaient pas indépendants, il pouvait aussi se passer des choses bizarres. Donc notre loi de probabilité, elle peut avoir plusieurs formes possibles. Il faut garder ça en tête, il n'y a pas que la loi normale qui existe, il y en a beaucoup d'autres. Cette loi de probabilité, elle est définie par sa forme, elle est définie aussi, dans certains cas, alors je ne vais pas épiloguer là-dessus, par des paramètres. Pour calculer la loi normale qu'on a ici, il nous faut le paramètre moyenne, mu ici, et le paramètre écart-type, sigma. Avec ces deux paramètres mu et sigma, on est capable de calculer la forme ici de la loi normale. Mu 10,49, sigma 2,95, ça me permet de tracer cette courbe. Donc cette loi de probabilité, elle est définie par des paramètres, et les paramètres qu'on utilise le plus souvent, en tout cas pour les lois les plus usuelles, ce sont la moyenne, un paramètre de position, et l'écart-type, un paramètre de dispersion. On en a parlé tout à l'heure. La dispersion, on ne peut pas, quand on est dans le monde des échantillons, on ne peut pas définir la dispersion sur la base de l'étendue de l'échantillon, c'est-à-dire la valeur max et la valeur min. On a un autre outil mathématique qui permet de décrire cette dispersion et on va en voir maintenant très rapidement les propriétés. Avant d'aller dans les propriétés de l'écart-type, je voudrais vous montrer quelque chose d'assez surprenant. On va se livrer une petite expérience. On va dire à Excel, écoute, voilà, tu vas nous lancer un dé. Alors, on sait qu'un dé, ça fait une loi uniforme. Ensuite, tu vas nous lancer 2 dés, 3 dés, 4 dés, 5 dés, jusqu'à 10 dés. Donc, mélanger 10 dés ensemble. On va lui dire de nous faire, alors bon, peut-être là, 100 000, c'est beaucoup, on va lui demander de nous faire 1000 fois cette expérience, d'accord, d'aller jusqu'à lancer un dé 1000 fois, lancer 2 dés 1000 fois, lancer 10 dés 1000 fois, et on va voir ce qui se passe. On le laisse travailler. Voilà. Les choses s'affichent sur votre écran. Voilà. Donc, quand on lance un dé, ben, on a une moyenne de 3,52, on n'est pas surpris. On a un écart-type de 1,73, dont la variance, je ne l'ai pas encore introduite dans l'exposé, ce n'est que le carré de l'écart-type. Alors, je sais que certains se disent, mais alors, enfin, en tout cas, moi, je faisais partie de ces gens qui disaient, ben alors, on a un écart-type, alors pourquoi on appelle variance le carré de l'écart-type? On n'a qu'à dire le carré de l'écart-type. Je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux dire variance que carré de l'écart-type. Vous allez le comprendre très rapidement. Voilà. Donc, quand je lance un dé, 1000 fois, je peux calculer une moyenne et un écart-type, et donc le carré d'écart-type. Quand je lance 2 dés, je peux calculer une moyenne et un écart-type, et le carré d'écart-type, ainsi de suite, jusqu'à 10 dés. Ce qui va m'intéresser, c'est de regarder comment évolue la moyenne par rapport au nombre de dés. Donc là, j'ai fait un petit graphe qui nous montre comment la moyenne évolue en fonction du nombre de dés que je lance. Et là, vous voyez que nos points sont singulièrement alignés. Voilà. Ils sont singulièrement alignés. On voit qu'on a un coefficient de corrélation égal pratiquement à 1. Et donc, regardez l'équation de cette droite. Donc, je fais simplement Excel, ajouter une droite des moindres carrés.
Voilà. Pareil pour la modélisation, il se peut qu'on fasse un webinaire autour des modélisations, surtout en métrologie, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Voilà. Mais là, pour l'instant, je vais prendre la fonction simple d'Excel, donc je fais une droite, et regardez l'équation de la droite. Alors, elle nous dit Y, c'est-à-dire la moyenne en fonction du nombre de dés. X, c'est le nombre de dés, hein. C'est ce qu'on a en abscisse, c'est le nombre de dés que j'ai lancé dans mon échantillon. Et bien, Y égale environ 3,5 fois le nombre de dés, plus pratiquement 0. Or, 3,5, c'est quoi? C'est justement la moyenne de 1 dé. Autrement dit, cette équation, elle nous dit quoi? Elle dit Y, la moyenne de n dés, est égale à n fois la moyenne de 1 dé. Autrement dit, quand j'ai un phénomène aléatoire qui est composé de 3 dés, la moyenne de mon phénomène aléatoire résultant est égale à la moyenne du D1 plus la moyenne du D2 plus la moyenne du D3. Hein? Il y a une propriété d'additivité des moyennes. C'est la propriété de l'objet moyenne qu'on utilise classiquement et souvent à la place de la notion de mode. Parce que dans une loi normale, celle qu'on fréquente le plus souvent, le mode est égal à la moyenne. Voilà. Mais la propriété de la moyenne, ce n'est pas du tout d'être la valeur la plus fréquente, on l'a vu. La propriété de la moyenne, c'est qu'elle peut s'additionner avec les autres moyennes dans un phénomène aléatoire complexe, et la moyenne finale est égale à la somme des moyennes des phénomènes qu'il compose. Très, très important d'avoir compris ça. Voilà. Propriété essentielle quand on va calculer des incertitudes de mesure. Maintenant, si je fais la même analyse avec l'écart type, parce que ça serait bien quand même qu'on ait la chance que l'écart type du phénomène global, ce soit la somme des écarts types qu'il compose. Là, on voit que ça ne se passe pas tout à fait pareil. D'abord, regardez ma courbe, elle n'est pas du tout alignée. On voit même d'ailleurs qu'elle a une forme, en fait, on voit bien que les résidus, c'est-à-dire l'écart par rapport à la courbe, au début, ils sont en dessous, après, ils ont l'air d'être au-dessus, et après, ils ont l'air d'être en dessou. On voit qu'on a un coefficient de corrélation qui est moins bon, qui n'est pas mauvais quand même, et qui est moins bon. Mais surtout, j'attire votre attention sur le terme, l'ordonnée à l'origine de ma courbe. Ici, ma courbe voudrait me dire que quand je lance aucun dé, alors j'ai une variabilité de 1,69, un écart type de 1,69. Si je prolonge ma courbe ici jusqu'à la droite, non, si j'ai 0 dé, je n'ai pas de variation, puisque je n'ai pas de phénomène aléatoire. Donc ce 1,69 plus la forme de mes points par rapport à ma droite attire mon attention en me disant, ça n'a pas l'air d'être exactement ça. Mais si je fais la même chose, au lieu d'un graphe des écarts types, je fais le graphe des variances, alors là, j'obtiens quelque chose qui me paraît déjà plus intéressant, un R2 qui est meilleur, une ordonnée à l'origine qui tend vers 0, et ici, un terme, un coefficient directeur de cette droite, 2,79, qui ressemble étrangement à la variance de 1D. Et donc là, comme je n'ai fait que 1000 simulations, on est dans des estimateurs, j'y viendrai tout de suite, et là, on voit en fait à l'écran la propriété du carré des écarts types. En fait, quand on a un phénomène qui se mélange avec plusieurs phénomènes aléatoires, la moyenne du phénomène résultant, c'est la somme des moyennes des petits phénomènes qui se mélangent, et l'écart type au carré, donc la variance du phénomène global, c'est la somme des variances qu'il compose. Voilà. Donc, les variances ont cette capacité, cette propriété de s'additionner. Alors, quand les phénomènes sont indépendants, si jamais nos phénomènes n'étaient pas indépendants, alors il existerait un terme de covariance qui viendrait aussi s'additionner, mais qui peut être négatif, donc il pourrait se soustraire aussi, qui viendrait s'additionner ou se soustraire dans la variance globale du phénomène. Donc, tant que j'en suis là sur ces propriétés, je vous rappelle notre problématique en métrologie, pour que ça fasse un petit peu sens, c'est que quand on fait de la métrologie, on mélange des facteurs aléatoires. Donc, par exemple, on a un petit stylo, par exemple, notre mesurande, on pourrait dire que c'est une gaussienne, que notre température, on pourrait dire que c'est une loi en dérivée d'arcsinus, que notre méthode induit une loi, par exemple, en uniforme, que notre instrument, par exemple, induit une loi normale, que nos opérateurs induisent aussi une dispersion de type gaussien. À l'arrivée, quand on mélange ces 5 facteurs, alors on a une gaussienne, d'accord, de moyenne mu qui est égale à la somme de toutes les moyennes des phénomènes et de variance qui est égale, désolé pour la qualité du dessin, à la somme des variances qui composent tout. Donc en fait, quand on évalue une incertitude de mesure, on fait quoi? On évalue une loi de probabilité.
l'incertitude de mesure, elle est définie dans le BIM avec une définition un peu exotique, très conceptuelle, qui est absolument incompréhensible. En réalité, on pourrait faire quelque chose de bien plus simple en termes de définition de l'incertitude de mesure. C'est simplement de dire que l'incertitude de mesure, c'est la loi de probabilité des erreurs de mesure. Quand je fais une mesure, j'ai la valeur vraie, la valeur d'intérêt, d'accord, de mon mesurante, celle que je cherche à connaître. Il se trouve que quand je vais faire ma mesure, cette valeur vraie, je ne vais pas y accéder parce que tous les facteurs qui participent à la réalisation de la mesure sont imparfaits. Tous les facteurs qui participent à la réalisation de la mesure vont amener une erreur. Voilà, comme quand je lance mes dés, chaque dé va amener une valeur. Ben là, chaque facteur va amener une erreur. Et si tous ces facteurs sont indépendants, et s'il n'y en a pas un qui pèse beaucoup plus que tous les autres, alors la résultante de ces erreurs, qui est un phénomène aléatoire, c'est une loi normale de moyenne, somme des moyennes des phénomènes aléatoires. Donc si on a des biais non corrigés, ben on va additionner les biais pour chacun des facteurs, et dont la variance, c'est-à-dire le carré de l'écart type, cette loi normale qui représente la loi de probabilité des erreurs de mesure, le carré de l'écart type est égal à la somme de tous les carrés des écarts types qui composent le processus de mesure. Ça, c'est exactement ce que décrit le GUM, alors avant cette fameuse loi de propagation. Et là encore, on aura peut-être l'occasion de faire un webinaire sur l'utilisation du GUM dans l'évaluation des incertitudes de mesure. Voilà. Donc, pourquoi en métrologie on utilise les statistiques? Ben, vous avez l'explication, alors mal dessinée, j'en conviens, mais vous avez l'explication sous les yeux. C'est qu'une mesure, finalement, c'est la mise en jeu de facteurs aléatoires et que la résultante de tous ces facteurs aléatoires, c'est un facteur aléatoire et qu'on peut essayer de quantifier en cherchant sa moyenne et son écart type. Quand on calcule des incertitudes de mesure, quand on estime des incertitudes de mesure, on calcule des moyennes et des écarts types. Alors, pour avancer sur la propriété de l'écart type, parce que je tiens vraiment à vous faire partager cette observation. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment, mais là on est sur de la vulgarisation. Donc là, je vais vous dire l'essentiel de ce qu'il faut retenir pour ce webinaire aujourd'hui, c'est ces fameuses propriétés de l'écart type. C'est fondamental. Alors, je vais demander à Excel dans une autre page de simulation de faire la chose suivante à notre place. Ça serait beaucoup trop long si on le faisait à la main. Je vais lui dire de lancer 3D. Donc, on sait que quand on lance 3D, alors je vais même lui dire, allez, d'en lancer 5. Quand on lance 5D, on sait qu'on a une loi normale. Pas de problème, le mélange de 5D, c'est une loi normale. Je vais lui dire de faire des échantillons de 5 valeurs. Autrement dit, je lance 5D 5 fois. Donc, je vais avoir 5 valeurs de lancer de 5D. Et je lui dis de répéter l'opération 300 fois. C'est ce qui va se passer dans mes colonnes de mon fichier Excel. D'accord? Je vais aller jusqu'à la colonne machin truc pour faire mes 300 simulations. Donc, moi, je sais que quand je lance 5D, la valeur max que je peux trouver, c'est 30, et la valeur min que je peux trouver, c'est 30. Alors, on va lancer nos simulations et on va regarder ce que nous trouvons. Sur le premier échantillon, là, il est en train de finir. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, donc vous ne voyez pas, il est en train de finir les 300 échantillons. J'espère que ça va plus tarder. Donc, vous voyez déjà à l'écran, en tout cas, que dans notre premier échantillon, alors qu'on sait qu'on peut faire entre 5 et 30, dans notre premier échantillon, on observe les valeurs suivantes, 11, 22, 16, 18 et 25. La valeur la plus grande, c'est 25, c'est donc pas 30. La valeur la plus petite, c'est 11, c'est donc pas 5. Voilà. Donc notre échantillon, il ne permet pas de déterminer l'étendue de notre phénomène. Dans l'échantillon numéro 2, la valeur la plus petite, c'est 14, on est très loin des 5. La valeur la plus grande, c'est 22, on est plus grand que 30, on est largement loin de 30, et ainsi de suite. Donc si je regarde toutes les valeurs maxi que j'ai obtenues sur mes 300 échantillons, et que j'en calcule la moyenne, et ben en moyenne, quand je lance 5D, en moyenne, je redis, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça nous fixe quand même un peu les idées. En moyenne, j'ai 22 au lieu de 30. Quand je regarde le min, en moyenne, j'ai 12,5 au lieu de 5. Donc, autrement dit, je me trompe de 177% en moyenne si je regarde simplement le min et le max de mon échantillon. Je redis, mon échantillon n'a aucune raison d'être ma réalité en plus petit. Mon échantillon, c'est une représentation de la réalité, c'est un tirage au hasard dans une réalité, mais ce n'est pas une représentation rigoureuse de la réalité. Donc on voit ici qu'on se trompe de beaucoup quand on s'en tient au min et au max.
Maintenant, avec la même série de chiffres, mes 5 échantillons que j'ai obtenus, enfin mes 5 valeurs que j'ai obtenues dans l'échantillon 1, je ne vais pas faire beaucoup plus compliqué que tout à l'heure, je vais calculer la moyenne, d'accord? Je vais calculer l'écart type de cet échantillon de 5 valeurs. Et comme j'ai un présupposé gaussien, je me dis que dans l'intervalle plus ou moins 3 écarts types, donc moyenne plus 3S ici, moyenne moins 3S ici, bah, je devrais avoir environ 100% des valeurs de la population par an. Et là, vous allez me dire, oui, mais 34,6 comme valeur max obtenue à la base à partir de notre échantillon, c'est pas 30. Ben non, on n'est pas Dieu, on n'est pas capable de savoir la réalité absolue. Par contre, 34,6, c'est beaucoup plus proche de 30, encore que là ça se discute, que des 25 que j'ai vus tout à l'heure. C'est encore plus clair sur mon 27 ici, qui est plus proche de 30, d'accord? Alors tout à l'heure, j'avais 22 simplement, d'accord? Et ici, le minimum que je calcule grâce à ma moyenne et mon écart type, c'est 7,4. C'est beaucoup plus proche de la valeur mini du phénomène que le 14 que j'avais obtenu sur mon simple échantillon. Au même titre que tout à l'heure, j'ai fait la moyenne ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Là, j'ai calculé le 22. Hein, ici, je suis en colonne, je suis dans la cellule H3. C'était le max qu'on obtenait quand on ne regardait que l'échantillon. J'avais 22 au lieu de 30. Et bien là, si je regarde le max que j'obtiens en utilisant la moyenne et l'écart type sur mes 300 échantillons, j'ai 28,3. 28,3, c'est pas loin des 30 qui sont la valeur vraie. Et le 5,8 ici que j'obtiens en moyenne sur mes 300 échantillons, c'est pas loin non plus du 5 qui est égal à la valeur vraie. Donc on se rend compte qu'en utilisant les propriétés statistiques de la moyenne et de l'écart type et en supposant qu'on ne se trompe pas sur la loi de probabilité du phénomène qu'on observe, on peut tirer beaucoup plus d'informations de ces 5 échantillons que quand on regarde le min et le max. Là, le min et le max nous conduisaient à 25 et à 11, alors que par calcul, on arrive à envisager la réalité sous-jacente à notre petit échantillon de 5 valeurs. C'est absolument fondamental de comprendre ça. Un écart type, ce n'est pas une formule, c'est quelque chose qui nous permet de deviner des choses qu'on n'a pas vues, sous réserve d'une certaine connaissance, et notamment ici la connaissance de la loi parente. C'est pour ça qu'on parle d'inférence statistique. En gros, dans les statistiques, il y a plusieurs branches. Il y a de la statistique descriptive, par exemple, c'est-à-dire celle qui constate et qui fait des histogrammes. Et nous, ce qu'on utilise, c'est la branche qu'on appelle l'inférence statistique. C'est essayer de deviner la réalité qui est sous-jacente à un échantillon. Voilà. Donc, c'est fondamental de comprendre ça. Donc, on mélange plein de trucs, c'est gaussien. Quand on a un échantillon, on calcule les paramètres et avec ces paramètres, on est capable de deviner les choses qu'on n'a pas encore vues, ce qui nous évite d'avoir des centaines de milliers de mesures à faire. Imaginez que quand on casse des voitures contre un mur pour savoir si elles sont conformes, on ne va pas toutes les casser. Donc heureusement qu'avec des échantillons, on est capable d'envisager la totalité d'une production. Et bien, c'est exactement l'intérêt de ces objets statistiques qu'on utilise. J'aurais fini, et donc on aura tenu à peu près une heure, j'aurais fini en vous faisant remarquer la chose suivante. C'est que ma population mère ici, ma population parente, c'est 5D. Si je la lance une infinité de fois, je vais obtenir une loi normale d'amplitude qui varie entre 5 et 30. Et donc, cette loi normale, elle a une moyenne mu donnée, la lettre mu, et un écart type sigma donné sous-jacent à ce phénomène-là. Donc, tous les phénomènes ont un mu et un sigma. Par contre, quand je n'ai pas toutes les valeurs possibles du phénomène, je dois me contenter d'un échantillon, et quand j'ai un échantillon, je dois me contenter d'un estimateur de la moyenne. Donc X bar, la moyenne algébrique, celle qu'on utilise tous les jours et depuis qu'on est tout petit, c'est un estimateur de mu. Et on comprend bien que c'est un estimateur puisque avec la même population parente, dans mon deuxième échantillon, j'obtiens un autre X bar. Donc X bar ici vaut 18,4, X bar ici vaut 17,2, X bar ici vaut 17 et ainsi de suite. Ces valeurs-là ne sont que des estimateurs de mu. Et mu, on sait combien ça fait puisque c'est la somme des 5 moyennes. La moyenne d'un dé, c'est 3,5. Donc 5 fois 3,5 égale 17,5. Personne n'a répondu, mais c'est normal, je n'entends pas les micros. Donc ici, j'ai 18,4, c'est pas 17,5. Ici, j'ai 17,2, c'est pas 17,5. Et ainsi de suite. Quand je calcule une moyenne, j'obtiens un estimateur de mu. En fait, j'aimerais trouver mu, mais je ne trouve qu'une estimation de mu. Et donc, quand on calcule une moyenne, on devrait avoir le réflexe de calculer un intervalle de confiance dans lequel on a toutes les bonnes raisons de penser que mu se trouve. Je ne connaîtrai jamais mu. Par contre, je peux dire,
à partir de ma moyenne calculée et des valeurs de mon échantillon, dans quel intervalle se trouve mu, comme un métrologue va pouvoir dire en faisant une mesure et en connaissant l'incertitude de mesure, dans quel intervalle se trouve la valeur vraie. C'est exactement la même chose. Cet intervalle, quand on calcule des moyennes, on l'établit grâce aux propriétés d'une loi qui s'appelle la loi de Student. Donc on sait faire ça très facilement avec Excel, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais on devrait systématiquement, quand on calcule un estimateur, se donner une idée de l'intervalle dans lequel se trouve la valeur qu'on cherche réellement, c'est-à-dire mu. Et de la même façon, on ne peut pas dire, quand on compare deux échantillons, que cet échantillon a une moyenne différente de celui-là. On peut dire que l'estimateur de moyenne de l'échantillon 2 n'est pas le même estimateur de moyenne que l'échantillon 1. En revanche, est-ce qu'on peut dire que les populations parentes qui se cachent derrière sont différentes, c'est-à-dire est-ce que mu2 est différent de mu1? On ne peut pas le dire simplement algébriquement en comparant x bar 2 et x bar 1. C'est fondamental de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de tests en statistique. La question, c'est pas de savoir est-ce que 17,2 c'est différent de 18,4. La réponse, algébriquement, c'est oui. La question, c'est est-ce que le mu qui se cache derrière 17,2, sachant l'échantillon qu'on a obtenu, ici, est-ce que ce mu-là, c'est le même que le mu qui se cache derrière l'échantillon 1, dont l'x bar est 18,4 et dont les 5 échantillons que j'avais obtenus sont les valeurs que je surligne ici. Vraiment, c'est fondamental de comprendre ça. Ce que je viens de dire pour les moyennes, c'est vrai de la même façon pour les écart-types. Quand je calcule l'écart-type d'une série de 5 valeurs, ce n'est pas sigma. Ce que j'obtiens, c'est un estimateur de sigma. Et en statistique, on a l'habitude de l'appeler S, petit s. Petit s est un estimateur de sigma. Et quand je calcule petit s sur la base d'un échantillon, et là, en mettant une condition, c'est si ma population parente est effectivement gaussienne, alors je sais calculer un intervalle de confiance dans lequel se trouve sigma, et cet intervalle de confiance, je sais le calculer avec les propriétés de la loi du Qui2. C'est la loi du Qui2 qui va me permettre de fixer, de déterminer un intervalle de confiance dans lequel j'ai toutes les chances de trouver sigma, sachant les valeurs de l'échantillon que j'ai obtenu. Sachant aussi, évidemment, que le S que j'obtiens, 5,41 pour le premier échantillon, ce n'est pas sigma. La preuve, c'est qu'avec la même population parente, le S que j'ai dans l'échantillon 2, eh ben, ce n'est pas 3,27, enfin le sigma, ce n'est pas 3,27. Et comme on a dit tout à l'heure, pour comparer deux moyennes, on ne pouvait pas le faire de façon algébrique, eh ben, on ne peut pas non plus, de façon algébrique, comparer des écart-types. Ça n'a aucun sens de dire, je fais 3 séries de 5 mesures et je prends le plus grand des écart-types des 3 séries. Ça n'a aucun sens. Il faut d'abord savoir si les 3 estimateurs d'écart-types sont cohérents entre eux, et si ensuite j'avais une bonne idée et une bonne chose à faire, ça serait plutôt de prendre la moyenne des variances et pas la moyenne des écart-types, plutôt que de prendre le plus grand, parce qu'en prenant le plus grand, j'ai toutes les chances de majorer la réalité. Voilà ce que je voulais partager avec vous au cours de ce premier séminaire. Je vais laisser place maintenant ou prendre, si vous en avez quelques questions, que je vais recevoir normalement dans le temps qui vient. Est-ce que parmi vous, les gens se sont posés des questions? C'est un peu compliqué de faire, c'est pas ma première expérience de webinaire, c'est la deuxième, la première a eu lieu il y a très très longtemps, mais c'est quand même très très compliqué de ne pas avoir le plaisir de vous voir, on ne voit pas les visages des gens, on ne voit pas les interrogations, on ne voit pas les réactions de la salle, voilà. Mais c'est une nouvelle expérience, je crois qu'il va falloir qu'on s'y accoutume en ces temps un peu perturbés. Donc, ma foi, j'étais très content de faire ça. Donc, dans les questions que j'ai retenues, on me demande est-ce que l'écart-type, c'est l'incertitude? Oui et non, j'allais dire. Enfin, en tout cas, non, si je fais 5 mesures de la température de mon aquarium tout de suite, ça ne va pas me donner la dispersion des températures dans mon aquarium. Pourquoi? Parce que en faisant ces 5 mesures, je vais certes trouver un écart-type, mais il y a beaucoup d'autres facteurs, et notamment le temps qui passe. Donc, je ne sais pas dire du tout sur la base de cet écart-type si ça me donne des choses sur la réalité de la température de mon aquarium. Et comme vous l'avez vu, en fait, l'écart-type, je parle duquel? Je parle de l'écart-type résultant, c'est-à-dire du phénomène global, qui est le mélange de tous les facteurs qui se réalisent au moment des mesures, ou est-ce que c'est un des écart-types
qui composent le mélange. Si c'est un des écart types qui compose le mélange, bah, c'est un des composants de l'incertitude. Si c'est l'écart type de plusieurs mesures que j'ai faites, pour que ce soit représentatif de cette incertitude, il faut que j'ai fait varier tous les phénomènes qui contribuent à faire les mesures. Ça veut dire que pour que ce soit cet écart type, mon incertitude de mesure, il faut que j'ai fait varier mes opérateurs, il faut que j'ai fait varier mon environnement, il faut que j'ai fait varier mes instruments, il faut que j'ai fait varier mes méthodes, il faut que j'ai fait varier plein de choses. Autrement dit, il faut que j'ai fait une comparaison interlaboratoire. C'est exactement ce qu'on fait dans une comparaison interlaboratoire. On prend le même objet, on le fait mesurer dans plein de laboratoires différents pour faire bouger tous les facteurs, et ensuite on regarde l'écart type résultant. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, puisque quand on calcule des écarts types, je ne l'ai pas dit là, je n'ai pas le temps pendant une heure, mais il faut déjà s'assurer qu'on n'a pas de valeur aberrante dans les séries de mesures qu'on obtient. Parce qu'évidemment, déjà, quand on n'a pas de valeur aberrante, les estimateurs qu'on calcule ne sont pas bons, ne sont pas la réalité. Si en plus, dans l'échantillon, on a des valeurs complètement délirantes, alors là, je vous laisse deviner ce qui se passe sur mes estimateurs, ils sont complètement aux fraises. Donc voilà, il y a beaucoup de précautions à prendre pour traiter les données. Là, c'était un tour d'horizon des propriétés statistiques, mais évidemment, il y a beaucoup de choses à creuser. La question 2 qu'on me pose, c'est est-ce qu'une loi uniforme, c'est la même chose qu'une loi équiprobable? La réponse est oui. Pour les lois équiprobables, on a plusieurs vocabulaires, ça ne facilite pas les choses, j'en conviens. On peut dire, est-ce que la loi, enfin, quand la loi est équiprobable, on peut parler d'une loi uniforme, parce qu'elle a la même chance de faire toutes les valeurs qu'elle peut présenter. On parle aussi de loi rectangle pour la représentation graphique que ça a quand je montre un rectangle. Des fois, on arrive même à dire qu'elle est carrée, parce qu'un rectangle, un carré, c'est un rectangle particulier. Donc, vous voyez, il y a plusieurs mots, ça ne facilite pas les choses, mais oui, uniforme, équiprobable, carré, c'est la même chose. Question numéro 3. Nombre de simulations égale nombre d'essais en situation d'un labo. Ouais, non, là, on ne peut pas le dire exactement comme ça, parce que dans le nombre d'essais en situation d'un labo, on produit des échantillons. Hein. Si c'est ça la question, quand on fait un essai interlaboratoire, on ne demande pas au laboratoire de mesurer 1 milliard de fois le phénomène. On lui dit de mesurer 3 fois. Donc 3 fois, c'est un échantillon. C'est pas de la simulation de Monte-Carlo. La simulation de Monte-Carlo, c'est quand on connaît les phénomènes en jeu, comme j'ai partagé avec vous avec mes dés, quand on les connaît, alors on peut demander à Excel de les simuler, et quand on lui demande de les simuler à Excel ou autre, il y a plein d'outils pour faire la simulation numérique, on ne se contente pas de lui demander 3 fois, 4 fois, 5 fois, on peut lui demander 1 million de fois. Donc la simulation numérique, c'est toujours partir de phénomènes connus et de les faire simuler à la machine pour regarder ce qui se passe, sachant les phénomènes connus qui sont en entrée. Voilà, donc on peut se servir de la simulation numérique pour faire plein de choses, mais voilà, donc c'est pas la même chose que le nombre d'essais en situation dans un labo. Ensuite, j'ai une autre question, en métrologie industrielle, afin de déterminer la reproductibilité de mesures, quel est le nombre de mesures nécessaires? Quelle est la grandeur statistique qui permet d'estimer la reproductibilité des mesures? Alors, quel est le nombre de mesures nécessaires? Je l'ai un peu évoqué très rapidement quand je vous dis on peut déterminer un intervalle de confiance sur un écart type grâce à la loi du Q2. Vous comprendrez aisément que plus j'ai d'échantillons à ma disposition pour calculer S, et plus l'intervalle de confiance grâce au Q2 va diminuer. Donc tout ça, c'est des histoires de ratio. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se dire il faut toujours que je fasse plein de mesures pour être super sûr de bien connaître mon sigma, parce que des fois, on est face à des phénomènes qui sont négligeables, et on peut effectivement, dans un calcul d'incertitude, se rendre assez vite compte que tel phénomène est négligeable, donc ce n'est pas la peine d'investir dans ce phénomène-là et d'avoir des millions de valeurs si ce phénomène pèse 1% de l'incertitude globale. Que je le connaisse à 5% près ou à 10% près, s'il pèse 1%, ça ne change rien à mon incertitude globale. Donc le nombre d'échantillons qu'il faut pour déterminer un écart type, ça dépend vraiment du contexte dans lequel on veut le déterminer. C'est une question très subtile qui nécessite d'avoir bien compris toute cette question de la qualité des estimateurs. Quelle est la grandeur statistique qui permet d'estimer la reproductivité de mesure? Alors derrière le mot reproductibilité, on peut mettre plein de choses. Si on l'utilise au sens du VIM, donc reproductibilité, ça ressemble à la fidélité intermédiaire. Alors là, la grandeur qui permet de qualifier une fidélité intermédiaire, c'est un écart type. Si après on considère la reproductibilité de mesure au sens de la 57-25, c'est-à-dire l'incertitude globale d'une méthode de mesure, ça peut être effectivement un écart type ou un certain nombre de fois l'écart type, puisque vous savez, pour ceux d'entre vous qui sont dans la métrologie, qu'on a décidé de déterminer nos incertitudes avec des niveaux de confiance de 95%,
C'est pour ça qu'on parle d'incertitude élargie. Et donc, du coup, on élargit avec un facteur d'élargissement qui permet d'atteindre le niveau de confiance choisi. Donc, si on a un présupposé que la loi de probabilité des erreurs de mesure, donc l'incertitude de mesure est gaussienne, et ben, le facteur d'élargissement qui nous donne un niveau de confiance de 95%, c'est à peu près 2. Donc, il est d'usage d'utiliser 2, auquel cas là, ça sera 2 fois l'écarté. Question 5. Alors, j'espère que je réponds. Hein. C'est assez compliqué, là encore. Je n'ai pas dans vos yeux, je ne lis pas si j'ai répondu clairement à vos questions, qui sont intéressantes mais compliquées à débattre. Il faudrait peut-être pour certaines des heures de discussion. Question 5. Est-ce qu'il est possible d'envoyer le fichier Excel utilisé pour le webinaire? La réponse est oui. Je peux vous le fournir. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous amuser en cliquant sur les boutons pour observer les phénomènes, je crois qu'il y a comme ça, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que j'ai compris les statistiques. C'est grâce aux simulations numériques et c'est en s'étant approprié ces objets de simulation et en ayant compris ce qu'était un estimateur, ce qu'était un échantillon, ce qu'était un histogramme. Donc oui, pour ceux qui veulent s'amuser, on peut fournir ce fichier Excel. Il suffit de le demander à l'adresse métrologie qui s'affiche là, que vous aviez tout à l'heure à l'écran, métrologie sans accent et sans majuscule @deltamu.com. Et du coup, vous demandez en question 6, est-ce que ce webinaire est enregistré? Alors oui, il sera mis normalement à disposition sur notre chaîne YouTube très rapidement et donc on enverra ça dans notre prochaine newsletter pour ceux qui sont abonnés à la newsletter de Deltamu. Et de toute façon, on partagera aussi le lien de notre chaîne YouTube sur LinkedIn, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous sont voilà, on demande de remettre la webcam. Donc, beaucoup d'entre vous ont eu connaissance de ce webinaire aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, suivez notre actualité sur les réseaux sociaux puisqu'on va proposer d'autres webinaires. On en a un vendredi qu'Olivier Demars, un des collaborateurs de Deltamu, va animer sur la méthode Opérette, qui est une méthode d'optimisation des périodicités d'étalonnage, qui repose aussi sur des fondements statistiques, comme tout ce qui est fait en métrologie. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, peut-être que vous pourriez, si vous avez apprécié cette session, nous rejoindre aussi à la session d'Olivier vendredi et guetter notre actualité. On vous a posé une question pour savoir si vous vouliez d'autres thématiques. Il est très probable que dès la semaine prochaine, on organise d'autres webinaires sur d'autres thématiques pour répondre à vos attentes. Voilà. Il me reste à vous remercier tous d'être restés présents pratiquement jusqu'au bout. Le nombre de participants n'a pas beaucoup fluctué, donc du coup, c'est très bien qu'on ait réussi à vous captiver sur la question des statistiques jusqu'à maintenant. Je vous dis à très bientôt sur un autre sujet ou par un échange sur les réseaux sociaux ou par mail. Et je vous souhaite un bon confinement. Prenez soin de vous. Et merci beaucoup pour tout. Au revoir. Bonjour Olivier Demars, je me permets juste de prendre la parole en cette fin de webinaire. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions en fin de session. On n'a pas pu toutes les transmettre à Jean-Michel. Il est possible de lui les envoyer par mail, nous les envoyer par mail à l'adresse indiquée ci-dessous, métrologie@deltamu.com, et nous ferons l'effort de répondre à tous. Merci et à bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir.